Et je cède la parole à Alexandre de Galzin pour cet entretien. Nous recevons Santiago Muzio. Merci Liselotte. Bonjour à vous Santiago Muzio. Vous êtes avocat franco-argentin, directeur de la Maison de l'Argentine à Paris. Vous avez vous êtes toujours d'ailleurs un proche de Javier Milei. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est évidemment de cette victoire surprise aux élections législatives du parti de Javier Milei. Justement, alors Santiago Muzio, la première question qu'on voudrait vous poser, c'est bien sûr comment est-ce que ce score de plus de 40% a été possible alors que la quasi-intégralité des sondages prédisaient une défaite pour le parti de Javier Milei, prédisait qu'il soit même en dessous du parti péroniste. Bonjour Alexandre, bonjour Lisette. Merci pour votre invitation. Bon, écoutez, les sondages, de manière systématique ces dernières années, ont toujours confirmé des défaites pour le parti de Javier Milei. La Libertad Avanza nous ont toujours donné, sous les péronistes, on devait perdre en 2023 lors de l'élection présidentielle. On devait reperdre maintenant dans les élections de mi-mandat. Et l'inverse est avéré. Nous avons gagné à chaque fois ces élections. Je pense on peut avoir deux explications principales. La première, Javier Milei a mené une réforme du système de vote en Argentine, c'est-à-dire on n'a plus, comme cela existe en France, des enveloppes avec des bulletins pour chaque candidat, avec le nom de chaque candidat. Sinon, qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle un bulletin unique, c'est-à-dire une seule et unique feuille de papier sur laquelle tous les noms des candidats figurent. Et après, il s'agit simplement de cocher cette feuille dans l'isoloir au lieu de remplir une enveloppe avec un bulletin. Et je pense que cette réforme a énormément contribué à la transparence démocratique du scrutin et à éviter la fraude électorale en premier lieu. Donc ça a été un premier grand résultat d'une réforme menée par Javier Milei. Et je crois aussi la deuxième raison pour laquelle nous avons gagné cette élection, c'est parce que au cours des dernières années, Javier Milei et toute son équipe a conduit une bataille culturelle très très importante, une bataille culturelle qui a précédé la bataille politique, dans laquelle il a expliqué à tous les Argentins, il nous a expliqué que si on changeait pas de recettes, on allait continuer à obtenir les mêmes plats, les mêmes produits. Et qu'il s'agissait plus peut-être de changer de recette, mais qu'il fallait aussi changer le cuisinier, euh, qu'il fallait essayer quelque chose de nouveau dans un pays qui sortait d'années de populisme, de socialisme, qui avait été complètement détruit économiquement, et pas qu'économiquement, qui avait été Et alors, détruit aussi Santiago, moralement. si vous le voulez bien, parlons peut-être de la question de l'économie, justement, parce que il y a eu des résultats assez impressionnants de la part de Javier Milei, notamment sur une question qui est celle de l'inflation. Inflation qui est passée, alors corrigez-moi si je me trompe, mais d'environ 260% à 32% en septembre 2025, donc une division par 8 à peu près, ce qui est absolument fascinant. En seulement 2 ans, déjà, est-ce que c'est le seul indicateur économique à prendre en compte? On sait qu'il y a aussi la question du taux de pauvreté. Est-ce que c'est le seul indicateur économique à prendre en compte? Et aussi, l'autre question, c'est est-ce que l'Argentine est devenue plus crédible au niveau international? Parce qu'on savait que le FMI avait un plan pour l'Argentine. Est-ce que tout ça est encore d'actualité? Ou est-ce que l'Argentine, pour le coup, est sortie d'affaires quelque part? Non, c'est pas le seul plan, c'est pas le seul indicateur à prendre en compte, Alexandre. Alors, l'inflation a été la première préoccupation des Argentins en 2023, quand Javier Milei a été élu. Effectivement, elle a été pulvérisée. Elle est un peu plus basse aujourd'hui, hein. On est aux alentours de 25%, selon les derniers chiffres que j'ai pu consulter. Donc, c'est-à-dire une inflation mensuelle entre 2 et 1%. Ce qui est quasiment inexistant pour les ratios d'inflation qu'on avait historiquement en Argentine au cours des dernières années. Ce n'est pas le seul indicateur qui doit être pris en considération, parce que je vous disais aussi, vous avez cité aussi le taux de pauvreté qui est de 53% est passé à 29%. Et ça, ce n'est pas des chiffres qu'on peut trafiquer, hein. L'UNICEF même a reconnu que Javier Milei avait sorti 1,7 million
enfants de la pauvreté. Donc, il y a effectivement une situation économique qui n'est pas parfaitement résolue en Argentine parce qu'on ne refait pas en 2 ans, on ne peut pas remonter en 2 ans des années de déclin et de décadence. Il faut beaucoup plus de temps. Et Javier a été très pédagogue dans toutes ses explications tout au long de sa campagne et tout au long de son mandat, en train d'expliquer aux Argentins. Et ça a été aussi une des raisons de la dernière victoire électorale, c'est qu'il a énormément communiqué, énormément expliqué aux Argentins que son programme ne s'inscrivait pas dans un programme immédiat, sinon que son programme était une vision à 30 ans pour pouvoir replacer l'Argentine dans le concert, dans la place qui lui correspond dans le concert des nations, c'est-à-dire au bout de 30 ans que l'Argentine redevienne à nouveau une puissance comme elle l'était au début du XXe siècle. Alors, ça, c'est le programme de Javier Milei. C'est un programme qui est sur plusieurs années. Et dans cette optique, bien évidemment, que par le travail qui a été fait par Javier Milei et par toutes ses équipes, bien évidemment, l'Argentine est revenue sur la scène internationale. Et aujourd'hui, on voit bien que l'Argentine est à nouveau, on a changé complètement les associés qui étaient les associés habituels des Argentines pendant les années de kirchnerisme qu'on a eu, qui était le Venezuela, qui était l'Iran, qui était voilà, ça c'était les alliés de l'Argentine. Aujourd'hui, nos alliés sont les États-Unis, nos alliés et l'Occident. On a complètement changé aussi le positionnement international de l'Argentine. Et en même temps, j'ai envie de dire que Javier Milei s'inscrit aussi dans un changement au sein même de l'Occident. On pense évidemment à la victoire de Donald Trump, mais on voit aussi quelque chose qui est assez impressionnant en Argentine, c'est que effectivement ces 2 dernières années, eh bien Javier Milei est devenu même une forme d'inspiration, voire de modèle pour d'autres leaders, d'autres chefs de parti hispaniques, que ce soit Santiago Abascal en Espagne, qui revendique de très bonnes relations avec lui, mais aussi le nouveau président bolivien qui se revendique en partie du miléisme. Selon vous, est-ce que justement le miléisme c'est quelque chose qui existe, et est-ce que c'est une forme de libéral populisme? Est-ce que comment vous définiriez ça justement? Alors, j'ai un peu de mal avec le mot populisme, parce que si vous voulez, pour nous, en Argentine, le populisme, ça a été les gouvernements socialistes de gauche qui, justement, on les appelait populisme parce que, sous couvert de générosité envers le peuple et sous couvert d'une redistribution massive, en fait, n'ont fait qu'appauvrir l'Argentine. Vous voyez, ils ont utilisé la détresse des hommes pour essayer d'asseoir leur propre triomphe électoral. Donc, j'ai un peu de réserve avec ce mot-là. Mais ceci étant, le programme de Javier est assez simple et c'est en ça qu'il est fulgurant et c'est en ça qu'il crée autant d'appétence dans tous les milieux politiques, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe. Et ce programme repose sur 3 piliers qui sont la défense de la liberté, la défense de la vie et la défense de la propriété. Et ce programme repose sur une vision assez simple qui est de dire il faut redonner le pouvoir aux hommes communs, aux hommes que nous sommes, à tous les hommes, et il faut retirer des épaules des hommes le poids omniprésent de l'État, parce que finalement, et c'était valide en Argentine, mais je pense que c'est transposable à beaucoup d'autres pays. Finalement, c'est le citoyen commun, celui qui travaille, qui se lève tôt le matin, qui a des enfants, qui les emmène à l'école, qui va travailler, qui paye des impôts. Voilà, c'est le citoyen que nous sommes tous au final, qui soutient avec le poids de son effort, de ce sacrifice, tout l'argent que l'État utilise. Et est-ce que c'est normal qu'on ait des États qui soient absolument devenus gigantesques, dans lesquels les fonctionnaires publics vivent coupés complètement, qui vivent d'une manière complètement hors sol, coupés complètement des réalités quotidiennes des concitoyens qui sont eux, qui s'efforcent finalement pour payer un train de vie démentiel d'un État. Voilà où on était arrivé en Argentine. Les politiques vivaient dans un monde à part que Javier Milei a très très bien identifié. Il a appelé ce monde une caste politique. Et en fait, il vivait de l'effort du citoyen commun. Et tout le programme quelque part économique de Javier, bon, il est beaucoup plus compliqué que ça, mais si on peut le résumer en quelques mots, c'est de redonner le pouvoir à l'homme commun et de retirer le pouvoir de l'État. Vous voyez, on parle beaucoup
de coupes économiques qui ont été faites par Javier. Il y a en France une vidéo qui a été très populaire, qui est la vidéo où il dit afuera, afuera, Oui. afuera, et il retire tous les ministères. C'est vrai que sur 18 ministères, il en a retiré 8, et qu'il y a des ministères qui ont été fermés, et qu'on a fait une réduction de fonctionnaires qui a été impressionnante, à plus de 30% plus de 30% des fonctionnaires publics. Mais il faut aussi tenir en compte que lors de son premier discours, ça avait été très bien expliqué aussi par Javier Milei, il avait dit on ne va pas faire peser le prix le prix des réformes qu'on doit faire et le prix de ce noailles plata, c'est-à-dire il n'y a pas d'argent, sur les classes qui sont les plus défavorisées et qui finalement sont les victimes du système qui a créé toute une nouvelle classe pauvre en Argentine. Donc vous voyez, en Argentine, tous les budgets de tous les ministères ont été coupés, ont été limités, sauf le budget du ministère de ce qu'on appelle le capital humain, qui est le ministère qui s'occupe, entre autres choses, de donner des subventions aux personnes qui sont vraiment dans la misère. Ce qu'a fait Javier Milei, c'est que ces subventions, au lieu de les donner à des organismes, comme cela était autrefois en Argentine, qui les redistribuaient selon leur bon vouloir et selon leur affinité politique aux personnes, a directement supprimé ce millefeuille d'intermédiaires et à redistribuer l'aide directement aux personnes. Et c'est ce qui a permis aussi de créer moins de pauvreté en Argentine et de diminuer le taux de pauvreté en Argentine. Donc, vous voyez, il y a aussi ce n'est pas que couper les dépenses, c'est aussi prendre soin des plus pauvres et faire peser le poids des réformes finalement sur l'État, en train de diminuer le poids de l'État dans le quotidien des personnes. Et alors, Santiago Mucho, une question qui se pose forcément, c'est que Javier Milei, certes, a mis en place des réformes depuis 2 ans, mais il était gêné par sa minorité quand même assez importante à l'Assemblée nationale argentine, au Sénat aussi. Là, il va multiplier son nombre d'élus dans ces deux assemblées. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça veut dire que les choses vont aller plus vite? Est-ce que ça veut dire qu'il aura plus besoin de ses alliés? On sait qu'il n'a pas la majorité absolue, mais est-ce qu'il en a besoin? Qu'est-ce que ça va changer concrètement, cette victoire législative, par rapport à sa politique interne? Ça va changer énormément de choses. Premièrement, parce que en voyant le succès du programme économique de Javier Milei, l'opposition, c'est-à-dire le kirchnerisme et les partis de gauche, se sont cantonnés dans le Parlement argentin. Voilà, vous l'avez dit, on avait moins de 10%, en manière générale, on avait moins de 10% de représentants au Parlement. Ça veut dire qu'au Sénat, on n'avait que 6 sénateurs sur 70 et on avait environ une quarantaine de députés sur 257. Autrement dit, on était parfaitement minoritaire dans les deux chambres. Donc, qu'est-ce qu'a fait le kirchnerisme et la gauche pendant les derniers mois pour essayer de venir perturber les réformes de Javier? Premièrement, la plupart des projets de loi, beaucoup de projets de loi qui ont été présentés n'ont pas été approuvés. Mais en plus, pour venir perturber le programme économique de Javier, ils ont voté des lois inutiles, pour la plupart, pour venir creuser la dépense publique et faire dérailler le déficit. Parce qu'il faut savoir que pendant les 2 dernières années, c'est un autre exploit du gouvernement de Javier, l'Argentine fait partie maintenant du club select des pays qui ne sont plus en déficit public. On a un excédent budgétaire. Et ça faisait 123 ans que cela n'arrivait pas en Argentine. Ah oui. Alors, pour venir perturber ça, les partis d'opposition, avec le kirchnerisme en tête, ce qu'ils ont fait, c'est essayer de sortir des lois qui venaient creuser la dépense publique. La Constitution argentine permet au président d'utiliser son droit de veto en cas d'une loi avec laquelle il n'est pas d'accord. Javier l'a fait, Javier Milei l'a fait, utiliser son droit de veto. Mais il y a une petite particularité, c'est que si le président utilise son droit de veto, la loi peut revenir au Parlement et le Parlement peut quand même forcer l'adoption de la loi malgré le fait que le président ait utilisé son veto présidentiel en train de voter la loi à une majorité de 2/3. Et comme on n'avait pas de minorité de blocage, ça veut dire qu'il y a des lois qui ont été approuvées à cette majorité de 2/3. Donc alors que maintenant, vous avez cette minorité de blocage. Aujourd'hui, non seulement on a cette minorité de blocage, mais on peut aussi, et dans son discours de dimanche soir, Javier a été très clair là-dessus. Il a dit qu'il était ouvert à accueillir et à travailler avec tous ceux qui veulent faire grande l'Argentine à nouveau et qui veulent
faire grandir l'Argentine au lieu d'essayer de maintenir dans le Parlement leurs petits intérêts particuliers. Ça veut dire que dorénavant, non seulement on aura cette minorité de blocage, mais on peut même avoir des majorités sur beaucoup de sujets. Ça veut dire que aujourd'hui, l'exploit qui a été fait par Javier Milei pendant ces 2 années avec un Parlement qui était contre lui et contre le peuple, hein, c'est aussi, on peut dire ça, c'est aussi une troisième raison qui explique pourquoi la Libertad Avanza, notre parti, a gagné les élections dimanche soir, c'est que les gens se sont aperçus aussi qu'ils avaient élu à 56% un président et que la politique que voulait être mise en place par ce président était bloquée par la caste politique qui restait en place parce que le Parlement argentin se renouvelle par moitié tous les 2 ans, donc il y avait toute une partie de l'opposition qui était restée en place dans le Parlement national et qui empêchait les réformes pour lesquelles Javier avait été élu par le peuple argentin. Donc, vous voyez, ça, c'est aujourd'hui, si vous voulez, pour vous donner une image, les Argentins se sont aperçus qu'on était très clairement qu'on était au milieu de la rivière et qu'il fallait finir de franchir cette rivière et que pour franchir cette rivière, il fallait donner les outils parlementaires nécessaires pour que Javier Milei puisse maintenant finaliser toutes les grandes réformes dont l'Argentine a besoin. Une réforme en droit social, une réforme fiscale qui va être mise en place pour essayer de diminuer les impôts et de redonner du pouvoir d'achat aux gens. Voilà. Toute une série de réformes très importantes certaines ont été annoncées, d'autres seront annoncées dans les semaines, les mois qui viennent, mais qui vont permettre de venir consolider toute la politique économique qui a été présentée par Javier Milei. Il faut savoir aussi que Javier Milei a quelque chose d'assez inédit dans l'histoire des démocraties occidentales, c'est que c'est le seul ou un des rares présidents, il y en a d'autres, mais qui met en place de manière systématique, j'ai envie de dire de manière très bien huilée et orchestrée, le programme pour lequel il a été élu. Donc, si vous voulez savoir quelles sont les réformes que va faire Javier Milei, il suffit d'aller lire son programme électoral de 2023 et vous pourrez voir où est-ce qu'il veut mener l'Argentine. Et alors la question qui, effectivement, de toute façon, j'ai envie de dire, on vous réinvitera Santiago Mudio pour parler de ces réformes au fur et à mesure qu'elles seront mises en place en analysant les résultats. Il nous reste 4 minutes. Il y avait une question, forcément, qui est un peu la question qui fâche, que je voulais vous poser. En début septembre, on apprenait qu'un scandale de corruption éclatait en Argentine au niveau de la sœur de Javier Milei et d'une autre personne qui aurait en fait détourné des fonds de l'allocation, enfin du fonds pour les handicapés. Ça a fait un énorme scandale en Argentine. Javier Milei s'est fait huer à cette période justement à cause de cette affaire. Concrètement, on en est où de toute cette de ces accusations de corruption qui pèsent sur la famille et les proches de Javier Milei? Non, je crois que vos informations ne sont pas tout à fait correctes, sauf erreur de ma part. Je n'ai jamais vu Javier Milei se faire huer. Javier maintient un taux de popularité très, très élevé. Il est très aimé des gens et des gens même, des gens simples, des Argentins qui travaillent tous les jours, je vous le disais, parce qu'ils voient en lui un alter ego des efforts qu'eux-mêmes font dans leur quotidien. Javier est quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24 toute la journée pour l'Argentine et j'ai envie de dire de manière complètement désintéressée. Il faut savoir qu'en Argentine, on a quand même eu des gouvernements kirchneristes qui étaient alliés avec des gouvernements narcotrafiquants, c'est-à-dire le principal allié des kirchneristes était Chávez et Nicolás Maduro. Nicolás Maduro est accusé par les États-Unis d'être le représentant sur terre du cartel de los Soles, qui est un cartel de narcotrafiquants directement, c'est-à-dire toute la gauche bien pensante sud-américaine a été financée, et ça a été dit dans des révélations qui sont sorties aux États-Unis par un des anciens fonctionnaires de Maduro qui a, dans une procédure judiciaire, il a apporté des éléments aux autorités américaines en train d'expliquer que la narcodictature vénézuélienne avait financé Lula au Brésil, avait financé Kirchner en Argentine, avait financé Petro en Colombie, un autre pays qui malheureusement est en passe de devenir un narco-État aussi. Donc voilà, si vous voulez, toutes ces accusations qui ont été faites curieusement pendant la campagne électorale et dans la dernière, j'ai envie de dire, dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, toutes ces accusations qui ont été faites, j'ai envie de dire, elles s'inscrivent, quelque part, elles sont assez
Alors, drôle n'est pas le mot, mais c'est assez malaisant, si vous voulez, de voir que ces accusations viennent toutes du kirchnerisme, qui était le parti argentin, qui a fricoté et non seulement il a fricoté, mais qui a obtenu un financement de narcodictature et pour le coup qui était vraiment qui était vraiment qui était vraiment dans une corruption dans laquelle on a une présidente aujourd'hui, Cristina Fernández de Kirchner, qui a été condamnée par la justice argentine et qui a été condamnée à rembourser des millions et des millions et des millions de dollars qu'elle a dérobés aux Argentins. Donc, si vous voulez, ces accusations de corruption qui ont été portées font partie d'une tentative de déstabilisation qui a été orchestrée au cours de la campagne, pareil que ce que je vous expliquais, la tentative de déstabilisation économique en train de ferrailler dans le Parlement pour essayer de faire dérailler le déficit en Argentine. C'est-à-dire, en face de nous, on a des personnes qui sont quand même, qui ne sont pas des... En face de nous, et ça, il faut l'avoir très présent quand on est dans le combat politique. On n'a pas des opposants politiques en face de nous en Argentine. On a des vrais ennemis. On a des gens qui ont pactisé avec la gauche la plus dure. On a des gens qui ont du sang dans les mains. On a des gens qui ont du sang dans les mains et qui se revendiquent publiquement d'avoir participé à des attentats, comme Petro, qui est président de la Colombie aujourd'hui. C'est-à-dire, ça, c'est les personnes et ça, c'est les systèmes contre lesquels on est en train de batailler. Et dans ce combat, c'est pas un combat qui est un combat à fleuret c'est un combat qui a à la vie, à la mort. C'est un combat, j'ai envie de dire, dans lequel tous ceux qui nous sommes dans ce combat, tous ceux qui luttons dans ce combat, nous, on lutte pour essayer d'apporter notre petite pierre très humble à l'édifice de cette extraordinaire révolution, de cet extraordinaire changement qu'est en train de faire Javier Milei en Argentine. Et on est tous ceux qui sommes dans le parti de Javier, tous ceux qu'on travaille avec lui, on est parfaitement convaincus que c'est un combat à la vie, à la mort, dans lequel on est en train de prendre des risques très, très importants. Donc, ce n'est pas... voilà, je m'exalte un peu, mais ces petites opérations politiques ne sont pas recevables pour moi. Mais merci pour votre réponse. Alors simplement, sachez que j'ai vérifié mon information. Effectivement, c'était arrivé une fois le 28 août à Buenos Aires, mais peu importe. En tout cas, Santiago Muccio, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir exposé finalement expliqué quelle était la politique de Milei, à quoi étaient dues ses réussites. Et puis, on imagine donc qu'avec une majorité plus large, comme vous le décrivez, il n'aura pas de mal à redresser à nouveau encore la barre de ce pays. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir expliqué ce qu'il se passait là-bas. Et puis, on vous dit à bientôt sur Ligne Droite pour nous tenir au courant des événements qui se passent là-bas.